30 août 2023, Ivins, dans l'Utah. Des policiers entrent de force dans une villa de luxe. Ils sont là pour tout fouiller de fond en comble. Et faut bien reconnaître qu'ils ont du mal à garder leur sang-froid. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de prendre en charge un garçon de 12 ans, dans un état déplorable. Il est émacié. Il a les poignets et les chevilles couverts de rubans adhésifs, sous lequel il y a des plaies ouvertes. C'est lui qui leur a dit que sa sœur était encore à l'intérieur de cette maison de l'horreur. Et quand les agents ouvrent la porte d'un placard de la salle de bain, ils la trouvent. La fillette a 9 ans. Elle est assise sur le sol, cheveux rasés. Elle est aussi fortement amaigrie. Et derrière tout ça, il y a une chaîne YouTube de plus de 2,5 millions d'abonnés qui fait plus d'1 milliard de vues et qui rapporte 100 000 $ par mois. Alors, comment c'est arrivé ? À cause de délires religieux qui ont fusionné avec une maltraitance extrême. Elle, c'est Ruby Griffiths. On va en parler en long, en large et en travers, mais il faut commencer par le début pour bien comprendre comment tout ça a pu partir en cacahuète à ce point. Elle naît le 18 janvier 1982 dans une famille mormone de l'Utah. Ruby est l'aînée de 5 enfants, qui grandissent tous dans une communauté au sein de laquelle l'avenir d'une femme est quasiment tout tracé. Cet avenir fait même rarement débat. Oui, parce que l'Église des Saints des Derniers Jours place la famille au-dessus de tout. Pour ses membres, elle passe souvent au-dessus de leur carrière, de leurs ambitions personnelles. Moi, c'est pareil. Sauf qu'au-dessus, il y a mon chat, et il le sait. Ruby intègre ça si profondément que ça devient moins une conviction qu'une identité. Ce qu'elle veut depuis toute petite, c'est être maman. Et elle souhaite le devenir le plus tôt possible. En 2000, elle croise Kevin Franke à une journée d'accueil organisée par la Utah State University. C'est un grand timide brillant qui est étudiant en ingénierie civile. Il sort de sa coquille juste assez pour la remarquer. 2 semaines après leur première rencontre, c'est Ruby qui pose directement la question, légèrement pressée de passer à l'étape suivante. Est-ce qu'on va se marier, oui ou non ? Là, c'est une menace, pas une demande. Contre toute attente, Kevin accepte. Et le 28 décembre 2000, le couple célèbre son union au temple mormon. Un rituel solennel, réservé aux membres jugés dignes, qui scellent le mariage dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Ruby a tout juste 18 ans. Et elle a déjà abandonné ses études de comptabilité. Oui, parce que ça y est, le plan qu'elle aspire à suivre depuis son enfance peut être mis en route. La jeune femme donne naissance au premier bébé du couple en 2003. Et 5 autres suivront jusqu'en 2013. Shari, Chad, Abby, Julie, Russell et Eve. 6 enfants en tout. Faut être courageux. Même dans les Sims, il y a une limite. Kevin, quant à lui, décroche un poste de professeur adjoint à la Brigham Young University, abrégé BYU. La famille décide donc de s'installer à Springville. Et on y est. Ruby est mère au foyer à plein temps. En tout cas, jusqu'en 2015. Année durant laquelle elle crée sa chaîne YouTube. Elle la nomme sobrement 8 Passengers, 8 passagers, en référence aux 8 membres de la famille Franke qui voyagent ensemble dans la vie. Mais YouTube, ça va être pour tout sauf le fun. Dès le départ, elle se fixe un rythme de publication quasi militaire de 5 vidéos par semaine, qui sortent toutes à 6h du matin. Au cours des premiers jours, le démarrage est assez lent. 5 personnes seulement s'abonnent à sa chaîne. Puis la machine s'emballe, parce qu'une vidéo décolle jusqu'à devenir virale. Sur cette dernière, on peut voir Eve, la Benjamine, escalader les barreaux de son berceau, et s'en extraire toute seule, sous l'œil ravi de la caméra. Dit comme ça paraît anodin, voire un peu nul, mais c'est exactement pour cette raison que ça marche. En vrai, 8 Passengers attire parce qu'elle documente un quotidien dans lequel beaucoup de parents peuvent se reconnaître. Les Franke font même partie de ces familles modèles qu'on envie. Leur maison est toujours impeccable, Ruby est tirée à 4 épingles à chaque fois qu'on la voit à la caméra, et tous ses enfants sont bien éduqués. Donc forcément, la chaîne a du succès. Et en juin 2020, 8 Passengers dépasse les 2,5 millions d'abonnés et accumule plus d'1 milliard de vues. À son pic, la chaîne rapporte plus de 100 000 $ par mois à la famille Franke. Ruby et Kevin créent même une société, 8 Passengers Productions LLC. Les enfants ont même droit à un cachet de 10 $ par vidéo à laquelle ils participent. À ce stade, c'est simple, la maison familiale est devenue un vrai plateau de tournage. Ruby mène tout le monde à la baguette, et elle s'en cache pas. À l'écran, les abonnés d'8 Passengers la voient agir comme une maman ferme, mais cohérente. Elle est ancrée dans sa foi et assume la discipline stricte qu'elle impose. Elle s'excuse pas de faire les choix qu'elle fait, parce que pour elle, c'est une forme d'amour comme une autre. En réalité, si Ruby ne vend pas de produits, elle vante un idéal. Quant à ses abonnés, ce sont pas des consommateurs, ce sont des croyants. Mais voit-il vraiment tout ? Évidemment, la réponse est non. Les apparences sont souvent trompeuses est un proverbe qui définit parfaitement la famille Franke. Et ça va pas s'arranger quand Ruby va croiser la route d'une femme qui va la pousser à aller encore plus loin dans ses convictions, en faisant d'elle
sa marionnette. Cette femme en question, c'est Jodi Nann Hildebrandt. Elle voit le jour en 1969 dans une famille mormone de l'Arizona. C'est la dernière d'une fratrie qui compte 7 enfants, nés de l'union d'un père pilote de l'air de l'US Air Force et d'une mère dévote. C'est une sportive, une battante comme on dit, même si on va dire d'autres trucs plus tard. Elle est inscrite au lycée Canyon del Oro, où elle joue aussi au basketball et remporte d'ailleurs le premier titre d'état de l'école. Après ça, elle s'installe dans l'Utah, obtient un master en psychologie éducative à l'université de l'Utah en 2003 et devient conseillère clinique agréée en 2005. Elle se spécialise dans la thérapie de couple pour les familles mormones, avec un angle particulier, l'addiction au sexe et au contenu pour adultes. L'Église des Saints des Derniers Jours considère la consultation de films X comme un péché grave, presque une porte vers la criminalité. N'importe quoi. Si c'était vrai, j'aurais un casier long comme le bras. Non mais... c'est pas ce que je voulais dire. Bref, Jodi se positionne comme une experte de ce fléau au sein de la communauté. Elle a de l'autorité, une réputation, une clientèle et une méthode. Elle identifie le point de douleur d'un couple, diagnostique le comportement du mari comme étant une addiction et prescrit une séparation physique comme premier outil thérapeutique. Le tout en s'assurant que ses clients ne parlent qu'entre eux ou à sa propre personne. Cela dit, visiblement, elle, ça la gêne pas pour en discuter avec d'autres de son côté. Un manquement qui lui vaut d'ailleurs quelques soucis. Elle s'est permis de divulguer des informations confidentielles sur un patient à sa congrégation mormone et au bureau de l'Honor Code de la BYU. Sauf que, elle avait pas l'autorisation de le faire. Et ça a eu de graves conséquences, vu que l'homme concerné a perdu son épouse, mais aussi son statut à la BYU. Cet incident, inscrit noir sur blanc dans les registres officiels de l'Utah, aurait dû mettre un terme à la carrière de Jodi. Mais ça s'est pas passé comme ça. Durant sa période de probation, Jodi fonde Connections, avec un gros X majuscule au milieu. C'est un programme de développement personnel qui cible les familles mormones. Elle leur met à disposition des guides explicatifs, des podcasts, organise des ateliers et fait une promesse, celle d'aider ceux qui sont perdus dans l'obscurité à retrouver la vérité. Elle donne des conférences à la BYU et intervient au cours de réunions de paroisses et de diocèses mormons. Suspension de licence ou pas, Jodi est partout dans la communauté. Faut dire qu'elle est respectée, écoutée et surtout suivie. Un thérapeute de l'Utah qui l'observe de près la décrit comme une église dans l'église, dont elle est le prophète. À ce stade de la vidéo, vous vous doutez déjà sûrement du fait que cette femme est très problématique. Mais vous êtes probablement loin du compte. Parce que si on creuse un peu plus dans son passé, on trouve d'autres choses assez alarmantes. En 2009, Jodi exerce déjà comme thérapeute quand sa nièce, Jessie, vient vivre chez elle après une dispute familiale, ayant éclaté lors d'un séjour en Utah. Quand elle débarque, elle a 16 ans et reste presque 1 an sous son toit. Une année durant laquelle sa tante convainc leurs proches que l'adolescente est possédée, dangereuse, et rongée par une addiction au contenu pour adultes sur Internet. C'est totalement faux, d'autant plus que sa nièce vient d'une famille mormone. Et c'est même pas encore réellement ce à quoi ça correspond. Pourtant, Jodi la traite bel et bien comme si elle était le diable en personne. Jessie est ligotée, bâillonnée avec du ruban adhésif sur la bouche, et forcée à dormir dehors dans la neige sur le balcon. Et ça peut durer jusqu'à 12 heures par jour. Elle est également privée de tout ce qui lui donne une identité. Le piano, le maquillage, et même totalement coupée de ses études. Jodi affirme que Jésus travaille à travers elle, que Satan travaille à travers Jessie, et que si la souffrance est assez intense, le péché finira par quitter son corps. En 2010, l'adolescente parvient à s'échapper de chez elle, contacte la police et dépose une plainte. Sauf que les autorités ne parviennent pas à joindre sa tante. Et quand elle contacte son père, le frère de Jodi, il dit que la démarche de Jessie auprès de la police était une manœuvre pour éviter d'être envoyée en camp de redressement. L'affaire est donc classée sans suite. L'adolescente se retrouve dans un refuge pour sans-abri, puis prend un bus pour Los Angeles et ne revient jamais. Quant à la vie de Jodi, elle continue comme si de rien n'était. Puis c'est en 2019 que Ruby Frankie croise sa route à son tour. Chad, l'aîné des fils Frankie, cumule les soucis comportementaux. Entendez par là qu'il fait juste des bêtises, comme beaucoup d'adolescents de son âge. Seulement, quelqu'un de l'entourage de ses parents qui connaît Connections leur recommande Jodi pour aider à le recadrer. Oui, Jodi, qui traîne des casseroles. Sauf que selon la loi de l'Utah, les suspensions de licence disparaissent automatiquement des dossiers publics après un certain temps. Résultat, quand Ruby se renseigne sur elle, son casier professionnel est vierge.
donc elle prend la décision de la contacter. Jody parle avec Chad, puis avec ses parents. Et très vite, la famille entière intègre les séances hebdomadaires de Connections. Les premières semaines, l'atmosphère dans le couple se détend. Ruby s'investit de plus en plus dans une formation certifiante pour devenir coach Connections. Mais Jody, elle, ne se contente pas de conseiller. Elle cartographie les failles, avance et s'immisce dans l'esprit des membres de la famille. En mars 2021, elle annonce à son cercle proche qu'elle est tentée. Des silhouettes d'ombre la tourmentent chaque nuit. Elle subit des attaques spirituelles et a besoin d'aide. Kevin affirme que lorsqu'il s'est rendu chez Jody ce printemps-là, il y avait effectivement des bruits provenant des pièces vides, mais aussi des traces de mains sur les vitres. Elle est convaincue d'être possédée. Et Ruby croit dur comme fer qu'il faut intervenir. Et voilà comment en août 2021, Jody s'installe alors dans la chambre de l'une des filles Frankie, celle de Shari, qui vient de partir à la BYU. C'est à ce moment qu'elle commence à diriger ses sessions Connections depuis la maison de la famille. Et dès l'instant où elle y pose ses valises, Kevin n'a plus le droit de monter à l'étage de son propre logement. Ensuite, les transes commencent. Jody parle avec des voix différentes et s'effondre avant de revenir à elle, persuadée qu'elle est en contact direct avec Dieu et Jésus pendant ces épisodes. Et Ruby se met à faire pareil. À partir de là, les deux femmes s'enferment ensemble dans la chambre pendant des heures. Il y avait moyen d'ouvrir une deuxième chaîne YouTube là. Quand Shari rentre pour les fêtes et pousse la porte de la pièce, elle trouve des huiles de massage et des bougies partout. Kevin, quant à lui, observe tout ça depuis le rez-de-chaussée, auquel il n'a maintenant plus accès qu'avec une permission. Il peut même pas entrer dans la cuisine sans que Ruby lui donne son accord. En juillet 2022, à son retour d'un voyage avec Jody, elle demande purement et simplement à son époux de quitter la maison. Elle lui dit qu'il est un obstacle, qu'il retient leur mission spirituelle, ou encore qu'il a des pensées impures. La seule façon pour lui d'avoir le droit de revenir un jour, ce sera d'obtenir l'approbation de Jody. Kevin fait alors ses valises et s'en va en abandonnant au passage ses enfants et sa colonne vertébrale. Chad, qui a 17 ans, est expulsé dans la foulée, notamment après avoir confessé à Jody qu'il a regardé quelques documentaires sur la reproduction humaine. Une confidence qu'elle transforme en preuve qu'il perturbe l'équilibre spirituel de la maison. Shari est coupée de tout contact avec la famille dès que sa mère apprend qu'elle a essayé de joindre son père. Les sœurs de Ruby tentent d'intervenir, ses parents aussi, mais tous sont écartés. Donc dans la maison, il ne reste plus que Jody, Ruby et 4 enfants mineurs sur lesquels personne d'extérieur ne peut garder un œil bienveillant. Des jeunes qui vont devenir les victimes des délires religieux des deux mormones. À l'été 2022, la maison des Frankie s'est déjà bien vidée. Kevin s'en est allé en juillet, Chad peu après, et Shari est à la BYU. Quant à Ruby, elle commence à passer de plus en plus de temps à Ivins, à 400 km au sud dans la villa de Jody. Quand elle part, elle laisse ses 4 enfants seuls pendant des jours entiers, avec pour consigne stricte de ne pas mettre un pied dehors et de ne parler à personne. Cela dit, les voisins sont pas dupes. Ils remarquent bien qu'il y a une tripotée de gamins tout seuls dans une maison, s'en inquiètent et contactent Shari, qui appelle la police. Des agents se rendent sur place. Ils frappent à la porte, mais personne ne répond. Alors ils observent par les fenêtres et voient les enfants. Apparemment, ils sont au téléphone avec quelqu'un, puis montent à l'étage et disparaissent de leur champ de vision. Après ça, plus rien ne se passe à l'intérieur de la maison. Les policiers décident donc de repartir. Ça, ce que je viens de vous décrire, c'est l'une des 15 interventions des forces de l'ordre qui a lieu chez les Frankie entre 2019 et 2023. Plusieurs d'entre elles impliquent en plus la DCFS, la Division de protection de l'enfance de l'Utah. Sauf qu'à chaque fois, le résultat est le même. La protection de l'enfance décide de pas protéger. Soit personne ne répond, soit rien de problématique n'est constaté. Tu peux te tromper une fois, mais pas 15. Allez, 2 fois, mais pas 15. Une voisine qui insiste auprès de la DCFS s'entend même citer la loi portant sur le Free Range Parenting. En français, ce serait l'éducation par l'autonomie. Cette loi a été adoptée par l'État de l'Utah pour protéger le droit des enfants à jouer dehors sans surveillance. Le problème, c'est que dans les faits, elle rend juridiquement difficile toute intervention concernant des enfants laissés seuls à domicile. Elle représente un verrou légal que Ruby contourne sans même chercher à le faire. Oui, parce que ces enfants ne jouent plus dehors depuis bien longtemps. Puis au printemps 2023, elle transfère Russell, 11 ans, et Eve, 9 ans, dans la maison de Jody à Ivins. Les mômes débarquent dans une villa de luxe plantée dans la vallée de Red Rock, à l'ombre des falaises de grès rouge. Les 2 autres enfants, Abby et Julie, 16 et 14 ans,
reste livrée à elle-même à Springville. Et c'est en quelque sorte une chance, parce que le déménagement de leurs frères et sœurs marque le début d'une véritable descente aux enfers pour eux. La maison de Jody a une cave, dans laquelle se trouve une pièce en béton fermée à clé, appelée la safe room, ou la pièce de sécurité. Dès leur arrivée, Russell et Eve y dorment parfois à même le sol, tandis que leur maman se prélasse dans un lit bien confortable. Ce qui se passe à partir de mai 2023, Ruby le documente elle-même dans un journal manuscrit de quelques 60 pages. Et les mots qu'elle couche dans son cahier donnent la mesure exacte de la folie dans laquelle Jody l'a entraînée. Elle décrit ses deux enfants comme étant, je cite, « possédés par des démons ». Et pas métaphoriquement, avec la conviction froide de quelqu'un qui pose un diagnostic médical. Dans son journal, elle rapporte scrupuleusement leur comportement, leurs réactions et les soi-disant preuves de possession qu'elle remarque. Quand Russell refuse de faire la chaise contre le mur, ce qu'elle marque le jour suivant tient en 2 mots. Dors dehors. Ensuite, son fils est forcé de vivre sur la terrasse bétonnée devant la porte coulissante de la chambre de Ruby. Et ça se passe toutes les nuits, peu importe le temps qu'il fait dehors. Eve, quant à elle, a encore le droit de dormir à côté du lit de leur mère, mais sur le sol. Mais bon, au moins elle est à l'intérieur, ce qui, dans ce contexte de maltraitance, ressemble presque à un privilège. La nourriture est rationnée avec la même logique. Du riz brun, des haricots, des lentilles et de l'eau quand ils en reçoivent. Le reste du temps, c'est rien. Ruby appelle ça du jeûne. Pour elle, c'est un outil de purification spirituelle. Quand Russell boit en cachette depuis un tuyau d'arrosage parce qu'il est assoiffé, elle note qu'il vole de l'eau et qu'il ment sans ressentir aucun remords. D'ailleurs, le 9 juillet, c'est son anniversaire. Il a 12 ans. Ruby le rapporte dans son journal en précisant qu'il ne sait même pas en quel mois on est. Ce même jour, le jeune garçon refuse de rester debout au soleil. Alors, sa mère prend une pince à cactus et lui plante des épines dans le dos pour le forcer à avancer. Sauf que Russell ne bouge pas, donc elle lui en plante d'autres dans le cou. À en croire les mots de Ruby, il est en transe. Il ne semble rien ressentir. Et Jody doit lui mettre des claques pour le réveiller. Le lendemain, la mère de famille titre « Grosse journée pour le mal » dans son journal. Et les conséquences de ce qu'elle interprète comme « du mal » sont insoutenables. Ruby pousse Russell dans la piscine. Elle l'empêche de respirer en lui couvrant la bouche et le nez avec les mains. Puis elle lui dit que le diable lui ment en lui faisant croire qu'elle le blesse. De son côté, Eve refuse d'effectuer les travaux qu'on lui impose et se met à crier. En guise de punition, Ruby lui rase les cheveux, avant de la traîner jusqu'au bac à laver le chien pour lui jeter des seaux d'eau dessus. L'enfant dit clairement qu'elle veut s'enfuir, ce à quoi Jody répond qu'elle n'a aucune idée de ce qui l'attend dehors. Finalement, ce n'est pas elle, mais son frère qui essaie de quitter cet enfer. Russell tente de s'échapper le 15 juillet 2023. Vers 2h30 du matin, Ruby se réveille. Elle sort dans la cour et trouve des cailloux disposés de sorte à former le message suivant « Prison ». J'appellerai quand j'y serai. Aussitôt, elle part alors à la recherche de son fils en voiture avec Jody, dans l'espoir qu'il n'ait pas encore atteint la route principale. Et malheureusement pour Russell, elles parviennent à le retrouver. Ensuite, les 2 femmes la poussent avec sa sœur dans le véhicule, et tous roulent jusque dans l'Arizona, où se trouve une propriété que Jody a repérée. Là, il y a une vaste étendue de terrain désertique. Alors, pourquoi leur regard s'attarde dessus ? Eh ben, parce que Jody et Ruby ont un plan. Faire croire aux enfants qu'ils rentrent à la maison, qu'ils ont gagné, puis les ramener dans l'Arizona et les y larguer. De retour à Ivins, les sévices qu'ils subissent s'aggravent encore. Jody attache les poignets et les chevilles de Russell avec des menottes reliées par des cordes. Il est allongé sur le ventre. Ses membres ne touchent plus le sol et tout le poids de son corps repose sur son abdomen. Les menottes entament sa chair, endommageant muscles et tissus. Par la suite, ses plaies sont enduites de miel mélangé à du poivre de Cayenne, avant d'être recouvertes de rubans adhésifs. Pour ce qui est des sorties, les 2 enfants sont emmenés pieds nus dans un cimetière amérindien de la réserve locale. Là-bas, ils passent 5 heures sous le soleil à désherber ou à ramasser des tessons de verre brisés et des ordures à main nue. Tout du long, Eve pleure et hurle en demandant à avoir une autre famille, de l'eau et de la nourriture. Ruby ne voit là qu'une manœuvre de manipulation. Elle ramène donc ses enfants au même endroit le lendemain. Et le surlendemain, le 27 août, elle les fouette avec une ceinture. 2 jours après, Jody envoie un texto depuis l'Arizona. Ça y est, elle a trouvé la propriété qui leur permettra de mettre leur plan tordu à exécution. Donc Ruby commence à faire ses cartons. Elle en stocke 20 dans un hangar
Et une de ses filles aînées, restée à Springville, quitte même son emploi pour aider au déménagement. Toujours au mois d'août 2023, la mère de famille note dans son journal qu'il y a eu de la grêle à Saint-Georges. C'est un phénomène rarissime en plein été dans le désert de l'Utah. Donc elle est convaincue que c'est une validation divine, que c'est Dieu qui la bombarde de grêle depuis les cieux pour punir son fils à son tour. Tu te souviens de la famille dont je t'ai parlé au début de cette vidéo de Barjo ? Les enfants bien habillés, les activités en famille, les sourires ? C'était de la poudre aux yeux. Et le calvaire monstrueux est pas près de s'arrêter. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire, sauf que Russell a pas l'intention de se laisser mourir ainsi au milieu d'une secte. Même s'il est en mauvaise posture, il est bien déterminé à se dresser contre sa mère et exposer ses crimes aux yeux du monde entier. Mais pour ça, il doit d'abord réaliser l'impensable. Le 30 août 2023, à 10h46, la sonnette d'une maison du quartier Kayenta, à Ivins, filme Russell qui s'approche de la porte. Il est pieds nus, trop maigre pour son short à carreaux et sa chemise bleue. Puis il sonne, personne ne répond. Alors il commence à repartir. C'est à ce moment qu'une voix lui répond depuis l'interphone. Le garçon fait demi-tour, s'approche lentement et demande si on peut lui rendre un service, l'emmener au commissariat de police le plus proche. Après s'être échappé de la maison de Jody par une fenêtre, c'est la 3e habitation à laquelle Russell a sonné ce matin-là. Personne n'avait répondu les 2 premières fois. Et l'homme qui ouvre la porte de cette 3e maison voit immédiatement que quelque chose ne va pas chez l'enfant. Le jeune garçon a l'air épuisé, et il est émacié au point qu'on distingue sa structure osseuse sous sa peau. Ses poignets ainsi que ses chevilles sont couverts de plastique, de rubans adhésifs et de bandages sous lesquels il y a visiblement des plaies ouvertes, voire suintantes pour certaines. Quand on lui demande ce qui s'est passé, Russell répond que c'est une affaire personnelle et que c'est de sa faute. Tandis que son épouse lui donne une banane et de l'eau, l'homme contacte le 911. On peut entendre qu'il est très perturbé par ce qu'il a sous les yeux lorsqu'il décrit l'état de l'enfant aux urgences à l'autre bout de la ligne. Les secouristes arrivent en quelques minutes pour prendre Russell en charge. Et quand les soignants retirent le ruban adhésif dans l'ambulance, des lambeaux de peau se décollent avec. À l'aide des mots qu'on lui a appris, le jeune garçon leur dit que les cordes étaient là pour l'aider avec ce qu'il avait choisi. Sous-entendu, ses comportements déviants. Il répète encore une fois que tout ça est de sa faute. Puis il leur dit que sa sœur est encore dans la maison. Il l'a pas vue depuis plus d'1 mois parce qu'ils étaient gardés séparés. Mais il l'entendait. Russell sait qu'elle est toujours là-bas. Pendant ce temps, un groupe de policiers remonte la rue jusqu'à la villa de Jody, sur Taugu Court, et frappe à la grande porte en bois. C'est elle qui ouvre, en short et sweatshirt, téléphone à l'oreille. Les policiers lui demandent de sortir, ce à quoi elle répond qu'elle est en ligne avec son avocat. Peu importe, il lui répète de quitter sa maison une seconde fois. Mais elle refuse. Aussi ulcérée par son comportement que choquée par l'état de Russell, 2 agents la saisissent alors par le bras, sans ménagement, pour la tirer dehors. À l'intérieur de la maison, il fouille les couloirs, ouvre les portes et avance pièce par pièce. Peu avant midi, il trouve Eve, dans le placard sombre d'une salle de bain. La fillette de 9 ans est assise sur le sol, complètement immobile. Ses cheveux ont été mal coupés, et tout comme son frère, elle est très très maigre. Un officier s'accroupit devant elle. D'une voix douce, il lui dit qu'il ne va pas lui faire de mal, et qu'il est juste là pour s'assurer qu'elle va bien. Mais Eve ne bouge pas. Un autre policier dépose ensuite une pizza devant elle, en chantant quelques paroles d'une chanson qui passe en fond. Plus d'1 minute passe sans qu'elle ose toucher à la nourriture. Et quand elle finit par tendre la main, elle engloutit rapidement tout ce qui se trouve devant elle. Elle mange une petite pizza entière, plus la moitié d'1 seconde. Malgré tout, elle met 4 heures à accepter de sortir du placard. Dans le sous-sol, les agents doivent forcer l'entrée de la safe room. La porte blindée qui y donne accès était fermée avec un code dont Jody prétend ne plus se souvenir. Dans cette fameuse petite pièce en béton, il y a un évier, un frigo vide, un lit escamotable plié contre le mur, des produits d'entretien, des placards, mais aussi des cordes et 2 paires de menottes dans un tiroir. Le journal de Ruby est également retrouvé dans la maison. D'ailleurs, celle-ci arrive sur les lieux en cours de perquisition. Les 2 femmes attendent dans des pièces séparées pendant des heures, sans demander une seule fois des nouvelles des enfants. Quand les agents interrogent leur mère, Ruby les regarde fixement, sans prononcer un mot, comme si elle était ailleurs. Lors de son arrestation, Jody glisse à l'officier qui la menotte que Russell et Eve ne devraient jamais être autorisés à approcher d'autres enfants. Ouais, on va plutôt t'autoriser toi à côtoyer des détenus. 2 jours après, Ruby appelle Kevin depuis la prison Purgatory. Je te rappelle qu'elle ne lui a pas adressé la parole depuis 1 an.
et qu'elle a torturé 2 de leurs enfants. Pourtant, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est qu'elle s'inquiète d'être incomprise et que Satan lui a tout pris. Elle ajoute que Russell lui ment certainement depuis le début, parce qu'il est possédé par un démon. Dans son propre appel, enregistré depuis la prison, Jody s'étonne qu'on puisse appeler ça de la maltraitance. Évidemment, les 4 enfants mineurs de Ruby sont placés sous la tutelle de l'État de l'Utah, le soir même. Dans les heures qui suivent, YouTube l'a banni de la plateforme. Et le soir du 30 août, Shari poste une story Instagram, sur laquelle on voit les voitures de police garées devant la maison familiale. Un seul mot est noté dessous. Enfin, Ruby Franke, elle, n'est pas inconnue du grand public. Donc forcément, quand la nouvelle de son arrestation fait le tour des médias, des millions de personnes tombent des nues. Notamment une grande partie des abonnés de la chaîne 8 Passengers, qui avaient pourtant déjà l'évidence sous les yeux, sans l'avoir remarqué. Avant de parler du procès, faut revenir en arrière, parce que ce qui s'est passé à Ivins n'est pas tombé du ciel. Pour certains, les signaux étaient là depuis des années, clairement affichés devant quelques 2,5 millions de personnes. L'enfer avait même commencé bien avant la création de la chaîne YouTube pour les enfants Franke. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, Shari prend des leçons de piano, mais à la moindre erreur, ou si sa mère voit un signe de mécontentement sur son visage, elle lui donne une claque sur le bras, un coup sur les lèvres, ou lui tord l'oreille. Ce que les abonnés voient sur 8 Passengers des années plus tard, c'est juste une mère exigeante qui mise tout sur l'excellence. En réalité, Ruby fait subir des actes de maltraitance à ses enfants depuis leur plus jeune âge, avec la complicité passive et silencieuse de son mari. En 2019, Chad, 14 ans, disparaît des vidéos pendant plusieurs semaines sans explication. Dans un vlog, le couple Franke finit par révéler qu'ils l'ont envoyé dans un programme de survie pour adolescents en difficulté. Il a passé 10 semaines dans le désert en Arizona sans que ses parents n'expliquent jamais clairement ce qu'il a fait de si grave pour mériter ça. Ils disent juste que c'est une accumulation de choses sur des années et que Chad doit développer des compétences de base. 1 an plus tard, l'adolescent lâche une bombe face caméra. Il dit que pendant 7 mois, il a dormi sur un pouf au sous-sol de la maison. Il a perdu accès à sa chambre parce qu'il a eu le malheur de faire une blague à Russell, en lui faisant croire que la famille partait à Disneyland. Dans la même période, Ruby explique à ses abonnés qu'elle a refusé d'apporter son déjeuner à Eve, alors âgée de 6 ans, qui avait oublié le sien à la maison. Elle ajoute qu'elle espère que personne à l'école ne lui donnera à manger, parce que si c'est le cas, elle n'apprendra pas la leçon. Et elle ne fait que ça, tout le temps. Elle menace de décapiter le doudou de l'une de ses filles en guise de punition. Elle prive Russell du droit de dîner parce qu'il a chatouillé son frère. Elle force l'une de ses filles à dormir sur le sol de la salle de bain, après un accident nocturne. Elle oblige aussi Russell à faire des pompes pour avoir laissé ses chaussettes traîner. Ruby enlève également les portes des chambres de ses enfants, pour les sanctionner. Si elle faisait ça chez moi, c'est elle qui serait sanctionnée. Et elle va jusqu'à bloquer l'accès au téléphone, aux télévisions et à tout type d'appareils électroniques pendant des mois entiers, parfois plus d'1 an. Lors d'un Noël, les 2 plus jeunes enfants n'ont pas de cadeau. Ruby explique face caméra qu'ils sont trop engourdis pour ressentir les autres punitions. Donc elle leur a offert une expérience plus viscérale. Tout ça, là, ce que je vous raconte, c'est pas hors champ que ça se passe. C'est filmé, monté, publié. Et la mère de famille défend chacune de ses décisions abusives avec la sérénité de quelqu'un qui est convaincu d'avoir raison. Elle va tellement loin que certains de ses abonnés finissent d'ailleurs par remarquer ses agissements problématiques. En 2020, une pétition en ligne réclame une enquête de la DCFS et récolte plus de 18 000 signatures. Ah merci les abonnés, on peut vraiment compter sur vous, hein, bande de poucaves. Malheureusement, quand la DCFS passe chez les Franke, elle a la flemme et ne trouve rien qui puisse justifier une action en justice. Donc elle ferme les yeux. Ruby, quant à elle, ne voit pas d'abus, juste des gens qui ne comprennent pas ses méthodes. Ce n'est qu'en décembre 2023, 4 mois après son arrestation, qu'elle plaide coupable de 4 chefs d'accusation de maltraitance aggravée sur mineurs. Mais attention, elle plaide coupable de 4 chefs sur 6 dont elle était accusée. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, elle a accepté de témoigner contre Jody. Sauf que cette dernière lui coupe l'herbe sous le pied, en plaidant coupable à son tour 9 jours plus tard, ce qui rend donc le témoignage de Ruby complètement inutile. Le 20 février 2024, les 2 femmes de 43 et 54 ans se retrouvent dans la même salle d'audience pour leur condamnation.
C'est d'abord Ruby qui prend la parole avant que la peine soit prononcée. Elle dit que, durant 4 ans, elle a suivi des conseils qui l'ont menée dans une illusion obscure. Sa version distordue de la réalité n'a pas été remise en question, parce que c'est vrai qu'elle s'est isolée de tous ceux qui pouvaient l'aider à prendre du recul sur elle-même. Elle affirme qu'elle était convaincue que le monde était rempli de policiers contrôleurs, d'hôpitaux qui blessent, et de maris qui mentent. Et si elle a cru tout ça, c'est parce que Jody le lui répétait sans cesse. Ensuite, Ruby se tourne vers l'officier qui l'a menée le 30 août, pour lui dire que le moment où elle lui a passé les menottes est aussi celui où elle a retrouvé sa liberté. Voici la seule fissure apparente dans son armure depuis le début de l'affaire. C'est peut-être le fait d'être séparée de Jody qui a forcé le changement. Loin d'elle et de son influence, Ruby semble avoir retrouvé ses esprits. Mais peut-on vraiment la croire sincère? Parce que pendant ses appels, enregistrés depuis la prison des semaines plus tôt, elle disait encore qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était là. En plus, elle reconnaît aussi sa responsabilité dans les maltraitances qui se sont produites avant qu'elle ne rencontre Jody. Pour sa part, l'ex-conseillère dit au tribunal qu'elle désire que les enfants guérissent physiquement et émotionnellement. Mais tout comme son ancienne acolyte, elle ne donnait pas la même version derrière les barreaux. Quand elle appelait les gens depuis la prison, elle se posait en victime et désignait Russell et Eve comme les véritables coupables. Le procureur, quant à lui, résume l'affaire en 2 mots: extrémisme religieux. Il compare même l'environnement dans lequel les enfants ont été maintenus à celui d'un camp de concentration. Pour la sentence, puisqu'elles ont plaidé coupables, les 2 femmes sont condamnées à 4 peines consécutives d'1 an à 15 ans de prison chacune. Elles prendront donc au minimum 4 ans et au maximum 30 ans. Et oui, elles ne prendront pas 60 ans parce que la durée maximale de la peine est plafonnée par les lois en vigueur dans l'Utah. C'est le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles qui déterminera la durée réelle de leur peine ultérieurement. Leur première audience est programmée pour décembre 2026. Ruby et Jody sont actuellement emprisonnés dans un établissement de Salt Lake City, dans le même bloc résidentiel, mais dans des sections séparées, pour éviter qu'elle rejoue l'exorciste en prison. Kevin, lui, a appris la nouvelle de l'arrestation de sa femme dans une salle d'interrogatoire du commissariat de la police d'Ivins. Quand les policiers lui ont parlé de l'état physique de Russell, l'homme a dit que ça lui avait fait l'effet d'une histoire inventée et d'un film d'horreur. Il a déposé une demande de divorce en novembre 2023, qui a été finalisée en mars 2025. Kevin a également obtenu la garde exclusive des 4 enfants encore mineurs du couple et a pu récupérer la maison de Springville. Des enfants qu'il a pour ainsi dire abandonnés à leur sort, en quittant le foyer sans chercher à les revoir pendant 1 an. Sans oublier qu'il était bel et bien présent quand Ruby les maltraitait avant tout ça, et qu'il n'a visiblement rien fait pour l'arrêter. Finalement, en décembre 2025, Kevin se remarie. Ruby lui écrit des lettres depuis sa cellule, mais il ne répond pas. Quant à Jody, bien qu'en prison, elle continue à faire ce qu'elle faisait quand elle était libre. Elle repère des détenus vulnérables, celles qui ont des problèmes d'addiction, et constitue des petits groupes informels pour les coacher depuis sa cellule. Une façon de faire qui en dit long sur son risque de récidive si jamais elle est relâchée. Le 7 janvier 2025, Shari Frankie publie The House of My Mother, numéro 1 instantané du New York Times. Dans cet ouvrage, elle raconte une enfance entière, passée sous l'emprise de sa mère. Elle témoigne devant le Sénat de l'Utah en octobre 2024 pour dire qu'il n'existe pas de vlogueur familial moral ou éthique. De son point de vue, il n'y a pas d'exception. En mars 2025, l'Utah vote une loi obligeant les parents à mettre de côté les revenus générés par leurs enfants influenceurs sur des comptes fiduciaires. Depuis sa cellule, Ruby écrit une lettre à tous les membres de sa famille. Dans celle destinée à Shari, elle ne mentionne pas les raisons de son incarcération. Elle parle de sa chambre de bébé et s'excuse de ne pas avoir passé assez de temps avec elle avant qu'elle parte à la BYU. Shari ne répondra jamais, parce que cette fois, c'est elle qui a le dernier mot, pas sa mère. Des millions de personnes ont vu cette famille évoluer. La chaîne YouTube était encore ouverte quand 2 des enfants Frankie étaient régulièrement torturés. Shari a-t-elle raison en disant qu'il n'y a pas d'exception? Combien de familles utilisent YouTube en ce moment même pour générer des revenus, en taisant ce qui se passe vraiment dans leur maison? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y en a. Et d'ailleurs, l'affaire Ron Dister que je vous ai détaillée ici, c'est un peu pareil, sauf que lui avait rien caché du tout sur YouTube. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je te dis à très vite. Bye.